Il y a de cela quelques temps, la maladie à virus Marburg a été détectée en Guinée équatoriale, notamment à la frontière entre le Cameroun et entre la région du sud du Cameroun et la Guinée équatoriale. Et pour ceux qui suivent cette chaîne savent que nous en avons parlé largement. Et c'est très important dans ce genre de situation d'avoir les informations correctes. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, je vais vous parler des informations importantes à savoir concernant la maladie à virus Marburg, qui est une maladie qui est ignorée par le large public. Je vais vous donner les informations cruciales qui sont importantes pour que vous puissiez vous protéger, que vous puissiez également relayer pour protéger vos proches. Donc, on va suivre un plan très simple. Je vais d'abord vous parler de la définition, c'est quoi cette maladie. Ensuite, je vais vous parler de l'historique. On va savoir, pour savoir comment cette maladie a traversé depuis l'histoire, quels sont les pays qui ont été frappés. Et ensuite, je vais également vous parler du cycle de transmission, comment est-ce que l'homme parvient à être infecté. Également, je vais vous parler du diagnostic, comment le diagnostic se fait. Et je vais finir par le traitement et la prévention. Donc, avant de continuer, je vous encourage, si ce n'est pas encore fait, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, on parle de santé publique, on parle d'actualité sanitaire, de tout ce qui peut vous permettre d'apprendre davantage sur la santé publique. Il y a également des concepts de santé publique qu'on évoque pour ceux qui sont étudiants. Donc, je vous encourage à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Alors, en ce qui concerne la définition, la maladie à virus Marburg, c'est une maladie qui était autrefois appelée la fièvre hémorragique à virus Marburg, mais aujourd'hui on l'appelle, l'appellation officielle c'est la maladie à virus Marburg. C'est une maladie qui est hautement contagieuse et souvent mortelle pour l'homme lorsque les conditions idoines de prise en charge ne sont pas réunies. C'est une maladie qui appartient avec le virus, la maladie à virus Ebola à la famille des Filoviridae. Et c'est donc une maladie qui est qui appartient à la même famille que la maladie à virus Ebola. C'est l'hôte naturel, c'est le chauve-souris frugivore, appelé, l'appellation scientifique, c'est le Rousetus aegypticus, une roussette de la famille des Pteropidaidés. Et c'est l'hôte naturel du virus de Marburg. C'est donc cet hôte-là qui transmet le virus. Alors, le taux de létalité moyen aussi à 50%, mais ça peut aller de 20 à 80% lorsque les conditions de prise en charge idoines ne sont pas réunies. Donc, c'est une maladie qui est très contagieuse, non seulement très contagieuse, mais hautement mortelle lorsque il n'y a pas une bonne prise en charge. Mais même généralement, lorsqu'il y a une prise en charge, ça peut arriver qu'on rencontre un décès. Donc, la prise en charge précoce est très encouragée parce que lorsqu'on prend en charge précocement les potentiels patients, ça augmente la chance de guérison du patient. En ce qui concerne l'historique, c'est important de savoir quels sont les pays qui ont été frappés. Déjà, le premier pays qui a été frappé, c'est l'Allemagne, parce que lorsqu'on dit maladie à virus Marburg, Marburg c'est le nom d'une ville allemande. Et c'est ce nom qui a été donné lorsqu'il y a eu la première épidémie en Allemagne. Et je vous montre ce tableau pour que vous puissiez voir. En 1967, on a eu l'Allemagne qui a été frappée avec 7 décès, avec un taux de létalité de 24%. C'était la première apparition de la maladie en Allemagne. Et ensuite, il y a eu la Yougoslavie la même année. 10 années, un peu plus de 10 années plus tard, il y a eu l'Afrique du Sud qui a été également frappée, mais il y a eu un seul décès, c'était plus ou moins faible. Il y a également eu le Kenya qui a eu des cas 5 années plus tard. Le Kenya également en 87, une fois de plus, a eu des cas, mais il y avait très peu de patients infectés. Et vous voyez un seul décès. La République démocratique du Congo dans les années 2000 a également eu plusieurs cas confirmés probables, 154 avec 128 décès, avec un taux de létalité qui allait jusqu'à 83%. Par la suite, l'Angola a pu être frappé également. L'Ouganda a également eu des cas, vous voyez, avec l'Angola en 2005, il y avait 374 cas probables et confirmés avec 329 décès, donc un taux de létalité de 88%. Il y a également eu l'Ouganda qui a été frappé. Il y a également eu les États-Unis d'Amérique en 2008, un seul cas probable, confirmé, il n'y a pas eu de décès. Il y a également eu les Pays-Bas en 2008, la même année, avec très peu de cas. L'Ouganda a encore eu une autre épidémie avec 15 cas et 4 décès. L'Ouganda, la maladie s'est installée en Ouganda de 2012 à 2017 avec un nombre de décès relativement élevé. Et ensuite, il y a eu la Guinée et plus récemment le Ghana avec 3 cas probables et 2 décès. Donc, ce qu'on voit déjà à travers avec ce tableau, c'est que
la maladie a été plus virulente dans les pays africains. Vous voyez, avec la République démocratique du Congo, 128 décès, avec l'Angola, 329 décès, et récemment le Ghana qui ont été frappés. Donc, et ce qu'on remarque aussi, c'est que les pays dans lesquels il y a eu cette maladie, généralement, la maladie a facilement pu être contenue parce que c'est arrivé dans des zones qui étaient isolés, dans des territoires qui étaient isolés, qui n'étaient pas en contact avec d'autres territoires. Donc c'est plus facile à ce moment-là de contenir la maladie. Donc il y a eu un total de 15 épidémies jusqu'en 2022. Donc, et la plupart ont eu lieu en Afrique, c'est-à-dire 11 épidémies dans les pays africains. Lorsque on remarque donc avec cette historique que lorsque cette épidémie-là touche les pays africains, le nombre de décès est très élevé dans les pays africains, notamment ça peut être dû en raison du faible niveau de préparation et du système de santé, du système de réponse qui est précaire. C'est la raison pour laquelle ces pays africains ont un taux de létalité beaucoup plus élevé. Donc, comme je l'ai dit précédemment, lorsque la maladie est prise en charge de manière efficace et de manière précoce, ça augmente les chances de guérison du patient. Alors, en ce qui concerne le cycle de transmission, le cycle de transmission passe déjà, la première étape passe par l'hôte naturel du virus, comme nous l'avons dit précédemment, qui est la chauve-souris. La chauve-souris qui donc va poser ses excréments sur les fruits au niveau de la forêt, va poser ses excréments sur les fruits. Et par la suite, il y aura une transmission avec les autres animaux sauvages parce que ces animaux-là seront en contact avec ces excréments-là provenant de chauves-souris infectées. Et il y aura donc une transmission avec les autres animaux sauvages, notamment les singes, mais la transmission, l'infection du singe est rare, c'est pas très, ça n'a pas été rencontré plusieurs fois. Et c'est beaucoup plus les hommes donc, qui peuvent venir être en contact avec ces excréments-là ou alors ces chauves-souris-là et contacter le virus. Donc, la première transmission humaine se fait donc avec le contact avec les chauves-souris et les excréments de chauves-souris ou alors des éléments que la chauve-souris a touchés. Si la chauve-souris a été en contact avec des fruits et par conséquent l'homme va entrer en contact avec ces fruits-là et être infecté. Et la deuxième transmission humaine se fait de manière interhumaine, c'est-à-dire d'un homme à un autre. Et ça va consister à entrer en contact avec les fluides corporels d'une personne, c'est-à-dire les urines, la salive, les sécrétions naturelles. Et également entre un patient infecté et un personnel de santé. La transmission également est très possible et le virus va donc rester permanemment, de manière prolongée chez les patients qui ont développé la maladie et même chez les patients qui sont décédés, le virus reste présent et hautement contagieux. Donc, lorsqu'on parle de sécrétion naturelle, on parle par exemple de la sueur, entrer en contact avec la sueur d'une personne infectée, avec le sang d'une personne infectée, avec la salive, avec les vomissures d'une personne. Si la personne a fait la diarrhée, on entre en contact avec cette diarrhée-là, on peut être infecté. Également les urines d'une personne, le lait maternel, c'est-à-dire la transmission entre une femme allaitante et son bébé. Également le liquide amniotique. La transmission lorsqu'on donne naissance à son bébé, également les transmissions lors d'un acte sexuel avec les sécrétions vaginales, le sperme également. Et si on manipule des cadavres qui sont d'une personne qui a été infectée, l'enterrement non sécurisé lors des funérailles, lors de la participation aux funérailles également peut être infecté. Si on se salue, on serre la main d'une personne infectée, on peut également transmettre la maladie. Lorsqu'on entre en contact avec des objets, des surfaces contaminées, également on peut
on peut être en contact avec cette maladie-là, les embrassades, les rapports sexuels, comme je l'ai dit, la manipulation des animaux trouvés morts, la viande de brousse, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, la transmission se fait également avec les animaux sauvages. Ça également, c'est un risque de transmission élevé. La visite ou le séjour prolongé dans une mine ou dans une grotte habitant les chauves-souris. Vous savez, le chauve-souris, c'est le réservoir naturel de la maladie. Donc, voilà en ce qui concerne la transmission de cette maladie. Alors, en ce qui concerne les signes et symptômes de la maladie, déjà, il faut savoir que la période d'incubation va de 2 à 21 jours. Lorsqu'on parle de période d'incubation, c'est la période entre l'exposition au virus, le contact avec le virus et le début des signes et des symptômes de la maladie. On s'en va de 2 à 21 jours selon les patients. Les symptômes principaux, déjà, avant le début des symptômes, le patient n'est pas contagieux. C'est ce qu'il faut noter déjà. De prime abord, le patient n'est pas contagieux pendant la période d'incubation, mais il devient contagieux lorsqu'il commence à développer les signes. Et ces signes-là sont en particulier le vomissement, la diarrhée, les mal de tête, la fatigue, un peu la fièvre, c'est-à-dire les symptômes des maladies comme le paludisme, le Covid-19, le mal de dos, le mal de gorge, le mal aux articulations. Ça également, ça fait partie des symptômes. Il y a la nausée, les saignements, les vomissements, comme je l'ai dit, la rougeur des yeux et autres. Cette phase durant laquelle on commence à avoir les symptômes, c'est la phase dans laquelle on est très contagieux et le niveau de contagiosité va augmenter au fur et à mesure que la maladie progresse, au fur et à mesure que les symptômes s'aggravent, le niveau de contagiosité va beaucoup augmenter. C'est la raison pour laquelle lorsqu'un patient a été confirmé, à cette maladie-là, il faudrait le mettre en isolement, il faudrait prendre des mesures efficaces avant d'entrer en contact avec ce patient parce que là, le niveau de contagiosité est très élevé à ce moment-là. Alors en ce qui concerne le diagnostic de la maladie se fait à travers des tests comme le test ELISA, le test d'immunocapture des antigènes, le test de séroneutralisation, la PCR avec transcriptase inverse, la microscopie électronique et l'isolement du virus sur culture cellulaire. Donc, le diagnostic peut être difficile parce que c'est une maladie qui a les mêmes symptômes que des maladies communes comme je vous l'ai dit, le paludisme, la fièvre typhoïde, le choléra et autres. C'est une maladie qui est à fièvre hémorragique, donc c'est la raison pour laquelle ces symptômes-là sont un peu se ressemblent. Donc, c'est un diagnostic qui n'est pas évident à faire, mais en faisant ces tests spécifiques-là, on peut facilement isoler le virus. En ce qui concerne la prévention et le traitement, actuellement, plus de traitements sont en cours de développement, d'élaboration. Vous voyez, depuis 1967, on n'a pas pu trouver un traitement efficace contre cette maladie-là, mais il y a des études qui sont en train d'être faites pour trouver ce traitement-là. Et la prévention, non, il n'y a pas également de vaccin concernant cette maladie. Les vaccins ne sont pas encore disponibles. Et généralement, le traitement consiste à soigner, prendre en charge ces symptômes qui se développent de manière précoce. Parce que si on prend en charge les patients de manière précoce, c'est-à-dire très tôt, ça augmente les chances de guérison de ces patients-là. Donc, voilà un peu en ce qui concerne la maladie à virus Marburg. C'est une maladie pour laquelle il faut partager les informations pour que les communautés puissent se protéger, puissent se prendre en charge elles-mêmes, puissent avoir les informations concernant cette maladie-là, parce que l'information sauve. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des commentaires, je vous invite à les mentionner dans la rubrique commentaires de la vidéo. Nous, on se dit à une prochaine vidéo. J'espère que vous êtes abonnés. Pour ceux qui sont nouveaux, sentez-vous bien.